en discussion ou bien en désaccord avec quelques-uns de mes collègues, à la fois à Paris et à la fois ici. Ces collègues disent que, eh bien, après la belle éclaircie qu'il y a eu juste après la Shoah et jusqu'à la fin des années 70, ou même pas, le milieu des années 70, eh bien, l'école de Paris s'est délitée, puis finalement, il n'en reste plus rien. Alors, je voudrais montrer, moi, qu'il reste justement quelques successeurs, et peut-être qu'on arrivera jusqu'à nos jours. Mais en tout cas, comment je vais faire? Eh bien, je vais diviser ces soi-disant héritiers ou successeurs en deux grandes parties, puisqu'il va s'agir d'abord de la première génération. Je vais les diviser en insiders et en outsiders, c'est-à-dire les disciples du dedans et puis les critiques du dehors. D'accord? Alors, quels sont ces critiques, ces disciples du dedans, même si on sait que ce terme est ambigu et difficile à assurer, car d'un côté, chaque penseur est jaloux de son indépendance et revendique l'emploi de son esprit critique, et de l'autre, les maîtres ne se reconnaissent pas toujours en ceux qui se déclarent comme tels, comme disciples. Donc il faut malgré tout signaler qu'il y a quelques-uns qui ont fait leur chemin dans ce milieu en affirmant leur indépendance et en disant, ne cachant pas qu'ils sont les disciples d'eux. Par exemple, Henri Atlan, par exemple, le regretté Stéphane Moses, je parlais en tout cas d'Atlan, de Moses et de Benogros. Il y en a d'autres, mais je laisserai de côté Claude Rivlin parce que Claude Rivlin, lui, ne consent pas à écrire. Donc, il enseigne, peut-être justement dans le sillage de Manitou, il enseigne oralement, mais il ne nous a pas donné en tout cas d'œuvres écrites jusqu'à maintenant. Voilà, donc je vais parler donc d'abord de ces disciples du dedans ou de ces insiders. Je m'attarderai sur deux itinéraires, comme je l'ai dit, ceux d'Atlan et de Moses, qui, au milieu des années 50 du siècle dernier, ont partagé la même aventure intellectuelle et éthique en faisant retour vers la pensée et la pratique juive, mais non pas pour se trouver dans la paresse et le confort de pure et simple réponse, mais pour aller parfois avec peine et effort vers un renouvellement des questions avec d'autres qu'eux-mêmes. Je rappelle que Atlan et Moses ont pris part à l'aventure d'Orsay et ils ont été chacun directeur du centre d'Orsay d'abord, et puis ensuite, pendant de nombreuses années, ils ont enseigné à l'Université hébraïque de Jérusalem, l'un comme directeur du centre de recherche en biologie humaine à l'hôpital universitaire Hadassah, et l'autre comme professeur de germanistique de l'université hébraïque. Et donc, loin de Paris, ils ont pu découvrir une autre approche des études juives qu'ils ont adoptée ou critiquée et n'ont pas cessé de s'interroger avec des collègues et des maîtres
sur les corpus traditionnels. Je vais dire quelques mots d'Atlan en choisissant d'abord une intervention qu'il a faite au colloque des intellectuels juifs de France, le 23e colloque, sur le Rav Kook et dans un exposé qu'il a intitulé « État et religion dans la pensée du Rav Kook ». Et il a essayé de donner une définition de l'État telle qu'on la trouve d'ailleurs chez le Rav Kook lui-même. Et voilà ce qu'il dit, je le cite, « L'État n'est pas le bonheur suprême de l'homme. » C'est le Rav Kook père qui a écrit cela. Ceci, on peut le dire de n'importe quel État qui n'a pas plus de valeur qu'une grande société d'assurance dont bon nombre de ses idées qui constituent la couronne de vie de l'humanité sont restées en rade et ne s'y sont pas incarnées. Ce qui ne saurait être le cas d'un État qui est idéal dans ses fondements, dont le contenu idéal est gravé dans son essence, et il dit un tel État est l'État d'Israël, fondement du trône de Dieu dans le monde, dans la mesure où son seul désir se résume à l'établissement du règne de Dieu, du Dieu un, qui est le vrai bonheur suprême. Fin de citation. Donc, l'État n'est pas le bonheur suprême de l'homme, c'est un outil qui n'a pas plus de valeur qu'une grande société d'assurance, mais l'État d'Israël, lui, vise à établir le règne de Dieu sur terre. Et si Atlan a choisi d'insister sur la définition de l'État comme moyen, c'est qu'il a retenu les leçons de ses maîtres exigeant l'élaboration d'un contenu qui ne rompe pas avec les valeurs morales et juridiques du judaïsme, mais qui combine bien entendu harmonieusement, ou qui essaye de combiner harmonieusement sionisme et judaïsme. Donc un programme très ambitieux auquel le peuple juif doit aspirer, même s'il semble loin, très loin des préoccupations des leaders politiques et des penseurs du sionisme d'aujourd'hui. Mais c'est la visée qu'a donnée le Rav Kook à cet État. Ça, c'est le premier point que je voulais montrer au sujet d'Atlan. Le second point est peut-être tout aussi intéressant, c'est que Atlan a confronté les méthodes d'analyse traditionnelles de la littérature rabbinique avec celles dégagées par les acquis des sciences de la vie, et il a écrit plusieurs livres, mais un de ses livres, et le premier livre, je crois, qu'il a écrit sur cette confrontation, c'est Entre le cristal et la fumée. Et je rappelle le sous-titre de ce livre, Essai sur l'organisation du vivant. Et d'ailleurs, son livre est essentiellement consacré à l'élaboration d'une théorie de l'organisation du vivant. Et il est bien entendu solidement ancré dans la tradition juive parce que Atlan, quand il est arrivé en Israël, étudié avec des maîtres de la Kabbale comme Rabbi Yehuda Halevi Ashlag, comme Mordechai Atiyah, et donc il continuait à se former et il avait
appris, en tout cas, il avait eu l'idée de confronter ces méthodes d'analyse traditionnelles avec la méthode de l'organisation du vivant dans les sciences de la vie. Et voilà ce qu'il dit en essayant de mettre en lumière une approche, disons, de l'approche scientifique avec une certaine lecture du texte biblique. En prolongeant une réflexion du Maharal de Prague, Atlan établit que, contrairement à la majorité des nations du monde, le peuple juif, dans la conscience qu'il a de lui-même, n'est pas né sur la terre d'Israël, il est né en Égypte, ou plutôt, il est né au moment de la sortie d'Égypte, qui est elle-même comparée dans la tradition à l'expulsion et à la délivrance d'un accouchement. Ce qui signifie que la terre d'Israël n'est pas pour le peuple juif la mère patrie génératrice et nourricière du peuple. Cette fonction a été accomplie en ce qui concerne la génitrice par l'Égypte antique, comparée par la tradition, comme je viens de le dire, à un utérus, est perçue comme le berceau de l'ensemble de la civilisation méditerranéenne. Et s'agissant de la fonction de la mère nourricière, c'est la Torah qui l'a assumée, avec comme lieu de son dévoilement initial le désert. Et à partir de ces éléments, eh bien, Atlan déploie une analyse psychanalytique extrêmement intéressante. Il dit la terre d'Israël est plutôt la femme, la fiancée ou l'épouse future qu'il s'agira de féconder. C'est l'objet du désir, le moyen de l'accomplissement et du dépassement, une fois que la mère, comme femme, a été interdite. Et de ce point de vue, il signale que l'interdiction adressée aux Juifs par la Torah de ne pas retourner en Égypte, ainsi d'ailleurs que les récits relatant la fascination et l'effroi que la terre d'Israël exerçait sur les Hébreux du désert, soumis en même temps aux tensions ou aux nostalgies sans cesse réprimées du retour en Égypte. Et il écrit que le retour en Égypte est vécu comme une sorte d'inceste à ne pas commettre. Et voilà, je le cite, il est en effet un autre inceste à commettre celui-là et consommé par le peuple juif tout au long des siècles avec la Torah, à la fois mère nourricière et femme. Tout se passe comme si le rapport de type incestueux qu'entretient chaque peuple avec sa terre, d'où il est né, qu'il désire et à qui il retourne, avait été violemment brisé par l'écartement entre ces deux terres, la génitrice, l'Égypte d'un côté, et la désirée, Canaan de l'autre. Dans le désert, non-terre entre les deux, la Torah est découverte qui remplit la place de l'une et de l'autre. Israël en exil aura la force de survivre sans terre, car celle à laquelle il aspire n'est pas sa mère, mais sa femme. Ayant surmonté la coupure de l'interdiction de la mère, il pourra vivre orphelin de terre, marié à la terre d'Israël. Sans terre du tout, il sera comme un homme sans femme, condamné à osciller entre la sublimation et le dépérissement, mais il pourra quand même se maintenir en Égypte. Voilà comment Henri Atlan a combiné une lecture psychanalytique à
une réflexion du Maharal de Prague qui dit que la sortie d'Égypte est conçue comme la délivrance d'un accouchement. Et donc, on voit bien qu'il y a là un renouvellement de sens, un chidouche, et c'est à partir de sa formation, à la fois de scientifique et à la fois de psychanalyste, c'est-à-dire connaissant les sciences du vivant et débouchant sur une analyse psychanalytique qui est très pertinente, qu'il fait en tout cas ce développement. Voilà ce que je voulais dire au sujet d'Henri Atlan. Je dois dire que j'ai enseigné les successeurs de l'école de Paris pendant un semestre à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et à la fin du semestre, un jeune homme est venu vers moi en me disant: j'ai pas suivi beaucoup parce que j'étais à l'armée, mais ce semestre, je l'ai suivi. Je suis le petit-fils d'Henri Atlan. Ah, d'accord, il m'a dit, ben, vous m'avez appris beaucoup de choses sur mon grand-père, des choses que je ne connaissais pas. Bon, très bien. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a dit oui, oui, il va bien. Il joue avec nous au foot encore. Et il est très difficile à passer balle au pied. Voilà ce que m'a dit en tout cas ce jeune homme. Ce sont des petites anecdotes oui, qui ont trait à mon enseignement ici. Donc, voilà ce que les deux enseignements que je voulais donner au sujet d'Atlan. Stéphane Moses, comme je l'ai dit, lui aussi directeur d'Orsay, avant ou après Atlan, je n'ai pas très précisément, en tout cas, les dates de l'un et de l'autre, mais ils ont enseigné tous les deux à Jérusalem et probablement, en tout cas, ils se retrouvaient, même si Atlan faisait la navette entre Paris et Jérusalem. Quant à Moses, si on cherche une constante au fil de ses travaux, eh bien, on le trouve à la fois dans ce qu'il a appris auprès de Manitou à Orsay et dans sa formation philosophique pure, notamment c'est lui qui a introduit le philosophe Franz Rosenzweig en France et c'est lui qui a beaucoup poussé pour qu'on traduise l'Étoile de la Rédemption et qui a écrit sa thèse de doctorat sur Rosenzweig en étant en Israël. Et à ce sujet-là, je dois vous dire ce qu'il raconte lui-même au sujet de ce travail sur Rosenzweig. Stéphane Moses a connu Gershom Scholem chez Lévinas autour d'un repas à Paris. Et un an ou 2 ans après, il pliait ses bagages et partait en Israël. Et bien entendu, il a rendu visite à Scholem et Scholem lui a demandé sur quoi il travaillait et il a répondu, eh bien, je travaille je consacre ma thèse à Franz Rosenzweig. Et il lui a dit, oh, mais ça n'a pas d'importance ici pour nous, un penseur même de cette envergure, laissez tomber,
travailler sur un auteur allemand non juif, c'est plus important ici pour nous. C'est-à-dire, et Moses raconte que, avec toute l'admiration que j'avais pour Sholem, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas écouté, et j'ai continué mon travail, et j'ai mené mon travail à bien. Donc, on voit bien, si j'ai raconté cette anecdote entre Sholem et Rosenzweig, on voit bien là où il y a la rupture entre ses successeurs qui ont rencontré des collègues dans un autre milieu, qui est le milieu universitaire israélien, et les grands pontes de l'université en Israël. Il y avait comme un non-dialogue, ou en tout cas comme un faux dialogue, ou comme une indifférence totale au sujet de ce qui se passait en France chez le noyau fondateur ou chez les successeurs. Toujours est-il que c'est Moses qui a introduit Rosenzweig, et on sait l'importance qu'a eu et qu'a encore maintenant ce penseur, même s'il était non sioniste, et même si il avait presque, en tout cas, il avait presque une idéologie de la diaspora. Mais Rosenzweig est important parce que, en tout cas, l'étoile de la rédemption est importante parce que elle commence par évoquer la mort, la crainte de la mort ou l'effroi de la mort. Et c'est cet effroi de la mort, non pas comme quelque chose d'abstrait, non pas comme quelque chose qu'on refoule et qu'on laisse de côté, mais la mort de l'individu, parce qu'il a vécu cette mort des individus autour de lui pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, et on sait combien elle était terrible, cette Première Guerre mondiale, parce que les individus ne comptaient pas. Et donc, il dit que c'est cette mort cette mort existentielle de tel individu avec un nom et avec un prénom, eh bien, c'est cette mort-là que la philosophie n'a pas pu penser. Et c'est cette mort-là qui va le conduire, parce que c'est le premier mot de l'étoile de la rédemption, mais qui va le conduire vers le dernier mot de l'étoile de la rédemption, qui est la vie. Mais il fallait d'abord passer par cette mort pour que il découvre le moi, et ensuite il découvre le fait que ce moi, ce je, ce sujet, eh bien, fait éclater le système de Hegel et découvre trois concepts qui vont être des concepts que nous connaissons tous: création, révélation et rédemption. Et donc, on voit que Rosenzweig introduit en critiquant le plus grand philosophe allemand du 19e siècle, qui est Hegel, eh bien, il le critique à partir de concepts ou de notions qui sont des notions qui viennent de la Bible ou qui viennent de la pensée rabbinique. Création, révélation, rédemption, et on sait très bien que
parler de ces trois notions du point de vue philosophique était d'abord une audace très très grande et c'est ce qu'il a fait. Il faudrait un jour étudier en tout cas ce merveilleux livre. Mais c'est Stéphane Moses qui a pu en tout cas nous donner accès à la pensée de Rosenzweig. Il l'a rendu accessible pour nous, en tout cas les lecteurs francophones ou hébreux. Même en hébreu, il a été traduit, mais pas entièrement, comme ensuite il a été traduit en français. Moses ensuite s'est attaché à dégager quelque chose aussi qui nous est très très importante pour nous qui vivons au début, disons, du 21e siècle. Moses a réfléchi à la modernité et il trouve dans la modernité deux pans, deux époques ou deux types, disons, de modernité, deux aspects. La modernité normative, c'est comme ça qu'il l'appelle, et la modernité critique. La modernité normative, elle est représentée par Rosenzweig, Lévinas, Buber, Hermann Cohen, ces philosophes, en tout cas, trois d'entre eux sont des philosophes allemands, juifs allemands, et Lévinas lui-même est dans la mouvance, en tout cas, de ce judaïsme allemand, mais du côté de la France. Et il dit que la modernité normative est celle qui se met à la lecture des sources juives qu'elle sollicite pour découvrir le sens et pour ne pas se laisser accabler, je cite maintenant Moses, pour ne pas se laisser accabler sous le poids parfois sacralisé de l'énoncé biblique ou rabbinique. Ça, c'est la modernité normative. C'est-à-dire que des penseurs comme Rosenzweig, Buber, Hermann Cohen et Lévinas nous disent qu'il ne faut pas recevoir ce que les textes de la tradition nous donnent et l'avaler et le restituer comme tel. Au contraire, il faut essayer de découvrir son sens et sans être happé par ce poids, disons, de l'énoncé sacré. La seconde forme de modernité, c'est la modernité critique, et là, elle est représentée par des écrivains comme Kafka, comme Paul Celan, comme Edmond Jabès, comme Walter Benjamin et comme Hannah Arendt. C'est-à-dire ceux qui sont encore rattachés, mais par un fil qui est très très ténu à la judéité, à leur identité juive, mais dont il ne leur reste qu'un passé éclaté, dont il ne leur reste que des débris épars dans notre monde sans Dieu. Et donc, ce que fait cette modernité critique, c'est qu'elle se livre à une sorte de recyclage subversif, à une forme de recyclage provocateur même des formes anciennes de la tradition juive. Donc, voilà ce que fait Moses à travers le travail qu'il nous a donné, en tout cas
sur Rosenzweig et sur cette analyse qu'il donne de la modernité normative et de la modernité critique. Et lui, certains veulent le tirer du côté de la modernité critique, mais je ne pense pas. Il maintient un équilibre entre les deux, entre la modernité normative et la modernité critique. Et donc, on voit bien que Atlan et Moses eh bien, préconisent un retour au texte, mais en vue de les questionner. Et un retour qui s'accompagne d'une amplification et chez Moses, en tout cas, de l'étude rigoureuse d'un ou de plusieurs auteurs, en même temps que, d'ailleurs, d'un retour au rite. Et c'est dire qu'il ne s'agit pas d'une absolutisation des textes tels qu'il l'avait reçus, ou tels qu'il les avait reçus par certains membres de l'école d'Orsay, mais en tout cas, ils prennent les textes, retour au texte, d'accord, mais en vue de le questionner, en vue de les questionner. Et ces deux, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez en tête un livre qui est paru en France en 1991, qui s'appelle La revanche de Dieu. C'est un livre d'un sociologue religieux qui s'appelle Gilles Kepel et qui dit que et Henri Atlan a fait la recension de ce livre en disant que ce livre lui a fait prendre conscience que à quel point l'école d'Orsay lui-même et d'autres de l'école de Paris a balisé, dit-il, sans que nous l'ayons voulu, le chemin des intégrismes juifs. Donc voilà la conclusion que donne Atlan de cette période de l'histoire à laquelle il a contribué. Donc, il est déçu par ce repli identitaire et par le fait que de proche en proche, au lieu d'interroger les textes, eh bien, on se remet à des rabbins gourous ou à des rabbins faiseurs de miracles et on se remet au dogme de l'infaillibilité. Donc, au lieu que le judaïsme, comme le dit Lévinas, soit ou fut une religion d'adultes, eh bien, on devient tributaire du dogme de l'infaillibilité de ces rabbins gourous. Voilà donc les deux personnes que je voulais mentionner comme insiders, comme disciples de Manitou, notamment parce qu'ils étaient à l'école d'Orsay. La troisième personne dont je voudrais parler, c'est Benogros, et lui n'était pas disciple de Manitou, mais il était disciple de Neher. D'accord. Benogros est connu pour ses travaux sur le Maharal. Il est connu par son enseignement à l'université hébraïque de Bar-Ilan. Il est connu aussi par ses traductions de Nefesh HaChaim, du Ruach HaChaim, deux ouvrages de Rabbi Chaim de Volojine, de sa traduction des Lumières du Retour, Orot HaTshuva du Rav Kook, et par notamment en tout cas le grand travail qu'il a fait sur Netzach Israël, sur l'éternité d'Israël du Maharal de Prague. Et là, il déploie en tout cas toute l'histoire du messianisme depuis
depuis le messianisme qui a été celui du Talmud, en passant par Saadia Gaon, Yehuda Levi, Maïmonide, Abraham Bachia, Isaac Abravanel et le Maharal de Prague, justement, où il déroule une théologie de l'histoire et où il montre que cette idée a fécondé l'histoire d'Israël jusqu'à nos jours, avec des dérapages, mais elle a fécondé l'histoire d'Israël jusqu'à nos jours. Il a aussi, dans sa présentation du Rav Soloveitchik, il a montré comment Soloveitchik dégageait la philosophie de la halakha, et il a montré aussi dans son Nefesh HaChaim, surtout cette conception que le Nefesh HaChaim avait de la description de la création du monde et de l'homme comme dernier créé, mais premier responsable du monde, ces mondes qui sont comme reliés entre eux jusqu'au trône de gloire, et ce qui fait que lorsque je fais, dit le Nefesh HaChaim, une action en bas, eh bien, elle remonte jusqu'au trône de gloire. Elle peut ou bien détruire les mondes, ou bien si c'est une mauvaise action, ou bien si c'est une bonne action, elle peut bonifier les mondes. C'est dire donc que par cette conception, c'est dire la responsabilité illimitée que l'humain a dans la création selon le Nefesh HaChaim. Donc, je vais vite, mais c'est que je me suis donné en tout cas pour tâche de vous présenter, de vous donner une vision un peu globale de ses successeurs ou de ses héritiers. Donc, les insiders, on a parlé d'Atlan, de Moses et de Binyamin Gross. Il y a maintenant les critiques du dehors ou bien les outsiders. Et bien sûr, je voudrais, moi, parler de Jacques Derrida. Alors, c'est trouver le nom de Jacques Derrida dans un livre consacré à l'école de pensée juive de Paris peut sembler relever, sinon de la provocation, du moins du paradoxe. Mais en tout cas, il se considère, lui, comme un enfant perdu du judaïsme, mais pourtant, sa présence s'impose obliquement, mais elle est impossible à occulter. Et pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, il n'a jamais renié sa condition juive, même s'il entretenait avec son judaïsme, en tant que corps de doctrine, d'héritage, des rapports ambivalents, caractérisés par un double mouvement qui est fait à la fois de proximité et de distance. Et il se définissait, comme il l'a dit souvent lui-même, comme juif, comme maghrébin et comme colonisé. Donc une triple identité et à n'en pas douter, une identité en tout cas qui est dissociée, et lui-même a dit et répété que le jeu de l'identité n'est pas un atome indivisible. Et donc, cette division, dit-il, c'est ce autour de quoi
et il a construit son œuvre. C'est à la fois son travail, c'est à la fois sa passion, et c'est à la fois son labeur. Et quelques semaines avant sa mort, il a dit qu'il ne dénierait jamais sa judéité et que dans certaines situations, il continuerait à dire nous les Juifs, même si ce nous est très tourmenté, parce que il se considérait comme justement le dernier des Juifs, pas seulement un enfant perdu du judaïsme, mais le dernier des Juifs, c'est-à-dire le pire et l'ultime, voilà, comme le dernier des Mohicans. Mais voilà, c'est l'identité juive de Derrida dans sa complexité qui est interrogée ici et qui affleure dans tous ses ouvrages. Je ne vais pas me livrer à une lecture de son œuvre, mais je vais juste mentionner quelques idées et glanées dans quelques livres qui entrent en consonance avec la lecture juive prônée à cette époque, en tout cas, par l'école de Paris. Il faut dire que à cette époque, dans les années 1960, la France a été le théâtre d'une rencontre dans le champ de la pensée, d'une rencontre singulière entre la philosophie française, axée autour de la question du langage, et plus précisément de l'écriture, et d'autre part, une pensée juive retrouvant le chemin des corpus de la tradition juive. Peut-être qu'il faut attribuer cette conjonction au travail de Saussure, au problème de linguistique générale, ou de Benveniste, au cours de linguistique générale de Saussure et de Benveniste, qui, lui, a écrit Problème de linguistique générale. Ce sont probablement, en tout cas, eux, les maîtres souterrains incontestés des philosophes français de cette époque. Et à cette époque-là aussi, eh bien, les philosophes français s'intéressent à ce que peut être l'interprétation juive des Écritures. Et donc, on voit qu'il y a disons, des croisées de chemin entre les philosophes français et entre les philosophes juifs. Et si vous vous rappelez bien, eh bien, Derrida, à ce moment-là, en 1964, eh bien, il se confronte avec la tradition juive, lui aussi, à partir du commentaire critique qu'il fait de l'œuvre de Lévinas. Je rappelle qu'il a écrit un texte qui s'appelle Violence et métaphysique et qui est paru dans 2 livraisons de la revue de métaphysique et de morale de 1964, un texte de 120 pages et qui est sans doute le premier grand texte d'après la Seconde Guerre mondiale écrit par un juif, mais à partir d'une perspective strictement philosophique. Et dans ce texte, Derrida tient la tradition juive pour une véritable tradition de pensée. Et ce, bien que Derrida n'ait pas eu directement accès au corpus de cette tradition,
que probablement il ignorait, alors qu'il s'apprêtait justement à publier en l'espace de quelques années pas moins de 6 ouvrages qui feront date autour du primat de l'écriture que Derrida n'a pas pu rester insensible à une tradition qui fait de la lecture infinie l'élément cardinal de sa vie. Donc, on voit que dans ce texte qui est un texte fondateur, il critique Lévinas de cette manière-là. D'abord, il encense Lévinas, et ensuite il le critique en disant que il se livre à une critique de la philosophie de Heidegger, de l'ontologie de Heidegger, mais en utilisant les concepts de la philosophie occidentale et de la philosophie grecque. Donc, c'est une critique qui est très très forte en disant à Lévinas, eh bien, cher monsieur Lévinas, vous n'avez pas été jusqu'au bout parce que vous n'avez pas donné, vous avez confronté l'approche juive et l'approche grecque, mais vous avez critiqué l'approche grecque à partir des concepts grecs et non pas à partir des concepts juifs. Et Lévinas reconnaîtra en tout cas plus tard, beaucoup plus tard, en 1992, dans un entretien radiophonique très chevaleresque, qui dira que l'étude de Derrida, je le cite, était un assassinat sous narcose. Donc, on voit bien que ce texte qui s'appelle Violence et métaphysique est un texte qui a poussé Lévinas à aller jusqu'au bout de sa critique de Heidegger, et en 1974, eh bien, va paraître 10 ans après cet article de Derrida, va paraître Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, où là, justement, le langage n'est plus ontologique, où là, justement, Lévinas semble avoir accepté la critique de Derrida et corrigé en fonction de cette critique. La deuxième chose que fait Derrida et qui me fait dire qu'il a sa place dans ses successeurs de l'école de Paris, c'est que, vous le savez bien, Derrida a renversé le primat de la parole, il l'a renversé en mettant l'écriture à la place de la parole. Derrida dit que toute la philosophie occidentale se base sur ce que le dialogue de Platon, le Phèdre de Platon dit de l'écriture, qu'elle est un orphelin ou un bâtard par opposition à la parole, et qu'elle est fils légitime et bien-né du père du Logos, mais comme celui qui écrit n'est plus là pour défendre ce qu'il écrit, eh bien, c'est
la voix, c'est la parole qui a pris la place, en tout cas, de l'écriture. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est que Derrida, par là, lui ne le dit pas, mais par là, on voit bien que Derrida critique aussi la fameuse expression paulinienne que, selon laquelle, eh bien, la lettre tue et l'esprit vivifie. C'est-à-dire la lettre, l'ancienne loi juive tue, et c'est l'esprit qu'il faut mettre en avant, et pas la lettre, pas l'écriture, parce que l'esprit, eh bien, on est là pour se dédire et défendre ce qu'on vient de dire, et par là, en tout cas, lorsqu'il renverse, lorsqu'il donne le primat à l'écriture par rapport à la voix, eh bien, on voit bien que il critique, même s'il ne le fait pas consciemment ou inconsciemment. En tout cas, on voit et on sent la critique qu'il adresse à Paul de Tarse, à Saül de Tarse, dans sa lettre aux Corinthiens. Et c'est comme ça qu'il va découvrir quelque chose que moi j'ai beaucoup exploité quand j'ai écrit ma thèse de doctorat. C'est que Derrida dit l'écriture n'a pas de signifié transcendantal. C'est-à-dire que si l'écriture, si vous vous rappelez bien, de Saussure, lui décrit la parole, décrit le mot comme signe, mais comme un signe qui a deux faces. Une face qui s'appelle signifiant, c'est-à-dire le son que j'entends, et ce son va me mener à l'idée qui est signifiée, qui est exprimée par ce son. D'accord? Donc, le signe est un ensemble à deux faces qui comprend à la fois un signifiant et un signifié. Mais un signifié, c'est l'idée. Si j'entends par exemple table, eh bien je sais qu'il s'agit de quelque chose qui a un plateau et qui a quatre pieds. D'accord? Mais si je vais un peu plus loin, eh bien, comme Derrida va le faire, il dit le signifiant, puisque il ne peut pas lui se défendre, puisqu'il n'y a pas une présence qui va parler pour lui, eh bien, le signifiant ne peut renvoyer qu'à un autre signifiant. Et donc, il y a une ronde de signifiants, et donc le sens ne peut être qu'une trace. Et ça, pour ceux qui étudient le Midrash, ou pour ceux qui étudient le Talmud, on voit bien que chaque maître défend une signification ou une idée qui est accrochée à un mot de la Torah ou à une idée, et que l'autre n'est pas d'accord parce qu'il donne une traduction autre ou une signification autre à ce mot, et donc on est dans une ronde de signifiants, et là c'est très exactement la méthode, en tout cas rabbinique, qui est mise en place. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vu, puisque
pour Derrida, s'il n'y a pas de signifié transcendantal, il n'y a qu'une trace. Et cette trace, eh bien, c'est la trace c'est la trace du sens qui est riche, qui est diversifié et qui, comme je l'ai dit, renvoie d'un signifiant à un autre. Et c'est ainsi qu'on passe à une lecture d'adulte. Comme Lévinas disait que le judaïsme est une religion d'adultes, moi je dis qu'il y a une lecture d'adulte. Pourquoi? Parce que on est passé du prophétisme au rabbinisme, c'est-à-dire on est passé de celui qui était en face directe avec Dieu et qui recevait les paroles de Dieu pour qu'il les transmette au peuple, mais depuis que la voix s'est tue, eh bien, on n'a plus que des lettres que nous devons justement solliciter ou interroger pour lever le sens, et ça devient justement une lecture d'adulte parce que on ne peut plus se référer à un seul maître ou bien à une autorité, et cette autorité impose un sens. Voilà donc, si vous voulez, ce que moi j'ai trouvé chez Derrida. On peut aller plus loin, mais je voudrais parler de quelques autres encore. La seule chose que je voulais ajouter, c'est que Derrida est mort en 2004 et en 1994, non, 94, oui, il a reçu le doctorat honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem. Bien sûr, il a donné une conférence à Jérusalem, et puis il y a eu les traditionnels cocktails, les rencontres avec les collègues, avec les doyens, avec les membres du conseil d'administration de l'université. Et une fois qu'ils ont fini tout cela, à une heure avancée de la nuit, et il a dit à quelqu'un qui l'accompagnait, il lui a dit, eh bien maintenant je veux aller au kotel. Comment? Oui, je veux aller au kotel. Il va au kotel pendant la nuit, et cette femme raconte que dans un article qui est paru dans Haaretz, au moment où Derrida est décédé, elle raconte qu'il avait une Bible dans sa main, il s'est approché du mur voûté et il est resté là-bas quelque temps, isolé, tout seul dans la pénombre. C'était la nuit, en pleine nuit, et il a dit ce qu'il a dit, mais lui savait, et nous on l'a su après, on venait de lui annoncer qu'il était atteint d'un cancer, et donc il n'avait pas beaucoup de temps encore à vivre. Et voilà donc le Derrida qui est le dernier des Juifs, ou bien ce Juif qui est euh, euh, qui est enfant perdu du judaïsme, qui demande à aller au kotel parce que peut-être il se dit, eh bien là, je trouverai un réconfort quelconque, ou bien peut-être même je pourrais espérer avoir en tout cas le miracle de ma guérison. Voilà donc comment cet homme-là a,
a marqué finalement, qu'il le veuille ou non, a marqué une génération d'étudiants et d'autres qui sont venus en tout cas après lui. Et il se situe, d'après moi, dans le sillage, même si c'est dans les marges de ce sillage-là. Voilà. Un autre, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je le cite quand même parce que c'était un homme très attachant, Henri Méchonic, qui a créé une manière de traduire la Bible qui est extrêmement, non seulement attachante, mais très adgueret, comme on dit, c'est-à-dire très lançant des défis à ceux qui s'y mettent. Et il faudrait aussi parler d'Élisabeth de Fontenay, qui, elle, a introduit la réflexion sur les animaux, sur les bêtes. Et là, il y aurait aussi énormément de choses à dire, mais bon, voilà donc les critiques, ceux qui sont les outsiders, les critiques du dehors. Il faudrait aussi maintenant parler de certains qui se sont tenus sur ni dedans ni dehors. Ils étaient sur la ligne de partage, comme Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy et Benny Lévy au début, mais ensuite, lui est rentré. Alain Finkielkraut, vous le connaissez, Bernard-Henri Lévy aussi, Benny Lévy aussi, mais bon, ce que je voulais dire, c'est que les trois se reconnaissent comme maîtres, comme celui qui leur a ouvert la porte des trésors de la tradition juive, c'est Lévinas, même si, par exemple, Benny Lévy, à un moment donné, va ruer dans les brancards et va écrire un livre où il casse en tout cas tous les outils que Lévinas lui a donnés. Voilà. Ça, je pourrais en parler longtemps, mais en tout cas, je voulais quand même signaler ces trois personnes et d'autres personnes que je voudrais signaler, c'est le regretté Charles Mopsic, qui lui a fait un travail de traduction, un travail de présentation de l'étude juive et de la Kabbale, en tout cas en français, Raphaël Drey et Shmuel Trigano. Donc vous voyez que là, nous sommes déjà dans, non pas dans la deuxième génération, mais la troisième génération de ceux qui ont pris le témoin, ont pris le relais des anciens. Et ce que je voulais montrer, c'est une seule chose au sujet de Benny Lévy. Benny Lévy, lui, est revenu, il a fait un tournant à 180 degrés, puisque
il était le leader de la gauche prolétarienne, fasciné par la révolution, le radicalisme, la révolution chinoise. Et puis à un moment donné, il devient secrétaire de Sartre parce que à un moment donné, la gauche prolétarienne va devenir très anti-israélienne, notamment après l'attentat perpétré contre la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, et il quitte et il dissout la gauche prolétarienne et devient secrétaire de Sartre qui est atteint de cécité. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est que Sartre lui raconte qu'il a écrit la réflexion sur la question juive sans référence à aucun ouvrage, et là, il pensait que les juifs devaient disparaître quand l'antisémite disparaîtra. Mais Béni Lévy lui apprend qu'il y a une histoire juive et il y a une philosophie de l'histoire juive. Et il se rend compte par là, et Sartre dit, eh bien, maintenant je comprends, maintenant je sais que Hegel a tort, et ça a fait un scandale, ces textes qui ont été publiés. La garde républicaine de Sartre en a voulu énormément à Béni Lévy, les Simone de Beauvoir, celui qui a fait Shoah, je ne me rappelle plus de son nom. Donc, tout cela vont essayer de jeter l'opprobre sur Béni Lévy, alors que ça, c'est quelque chose qu'il a fait et qui a été bénéfique, en tout cas, à la fois pour les Juifs, que Sartre reconnaisse qu'il y a une histoire juive et que la judéité est quelque chose de positif et non pas seulement on est juif par le regard de l'autre. Bien, voilà. Donc, Raphaël Drey et Shmuel Trigano, eh bien, eux ont surtout travaillé sur une notion qui a été élaborée d'abord bibliquement par Neher, et qui est la notion de l'alliance. L'alliance, vous savez très bien peut-être que l'alliance, une alliance se noue. En hébreu, on ne dit pas qu'une alliance se noue, on dit kortim berit. Une alliance se coupe. Pourquoi elle se coupe? Parce que l'ichrot berit, parce qu'il faut dégager dans une alliance deux protagonistes. Donc, on coupe l'alliance pour dégager deux sujets de l'histoire, deux protagonistes qui nouent entre eux un accord. Et c'est ce que Neher, en tout cas, avait mis l'accent sur cette notion d'alliance biblique, et à la fois Raphaël Drey et à la fois Trigano vont développer cette notion dans le monde ou dans l'espace de la science politique. Et ils ont donc ils ont élargi cette notion d'alliance, et ça aussi c'est extrêmement important parce que
jusque-là, on pensait que l'État devait être fondé par un contrat social. Et le contrat social, c'est quelque chose qui est imposé, parce que dans le contrat, selon Hobbes, selon Rousseau, le contrat vient, lui, parce que je me défais de ma liberté, je la donne au souverain, et contre cette liberté que je lui ai donnée, il assure ma protection et ma sécurité. D'accord? Et donc, tous font comme ça, et alors que dans l'alliance, avant de nouer cette alliance, il y a, si vous voyez le chapitre 19 de l'Exode, eh bien, vous voyez il y a une navette diplomatique qui se fait entre Dieu et le peuple d'Israël avant de nouer cette alliance. Donc, c'est important que le concept d'alliance vienne contrebalancer le concept de contrat social. Et ça, c'est ce que la pensée juive a offert à la science politique universelle. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Bien entendu, j'ai parlé de Charles Mopsik, traducteur, Marc-Alain Wapnin, Eric Smilevich, il y en aurait d'autres encore, mais voilà, je m'arrête ici pour vous donner la possibilité de réagir ou de poser des questions. Voilà. Merci beaucoup, professeur Banon, pour votre exposé, pour sa profondeur et son étendue. Vous nous avez offert un véritable panorama du monde intellectuel français, mais pas que, puisqu'il y avait aussi, vous avez parlé de Stefan Zweig pour nous positionner un petit peu dans le monde germanique, et puis vous avez évoqué la plupart des intellectuels juifs de la fin du XXe siècle. J'ai compté une vingtaine de personnages de premier plan que vous avez cités, donc bravo pour y être arrivé dans un temps relativement limité. Alors maintenant, je vais passer la parole aux assistants. Donc, si vous avez envie de poser une question, levez déjà la main, peut-être si vous y arrivez sur Zoom. Sinon, vous prenez le micro, puisque nous sommes un nombre limité. Oui, monsieur le professeur, il y en a un que vous n'avez pas cité, c'est vous-même. Est-ce que vous vous reconnaissez comme héritier de cette école? D'abord, c'est difficile de parler de soi-même. Mais essayez. Donc, mais il est vrai que je reconnais en tout cas certains des personnages dont j'ai parlé comme mes maîtres, c'est sûr, c'est sûr. J'ai eu la chance d'avoir eu Emmanuel Lévinas comme jury de ma thèse, et il a bien voulu écrire une préface au livre que j'ai tiré de ma thèse, donc bien entendu que je me reconnais. Je me reconnais, mais je pense que c'était inconvenant de ma part, en tout cas, de parler de moi-même. Oui? Moi, j'aurais une question. Oui? Merci beaucoup pour cette très bien documenté, cet exposé très documenté, très complet sur beaucoup de choses. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je suis obligé de me limiter. Et la question que je vais vous poser, c'est le dernier point que vous avez souligné avant, concernant le rapport de l'Alliance et du contrat social. Vous avez parlé d'André Neher. Est-ce que vous pouvez développer ce point en particulier? D'abord, ça se trouve où chez André Neher? Dans quel livre? Et puis, si vous pouvez développer le point. Eh bien,
eh bien, ça se trouve, chez André Neher, vous trouverez la notion de l'alliance, vous la trouverez dans plusieurs ouvrages, mais la première fois où il parle de cette notion, c'est dans l'essence du prophétisme. Euh, et c'est extrêmement important parce qu'il dit que la brite, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, Kortim Brit, mais Brit, si vous connaissez un peu l'hébreu, eh bien vous verrez que dans Brit, il y a Bar. Bar, c'est le fils, c'est celui qui est extérieur au père, c'est celui qui émerge, en tout cas, et qui doit devenir libre et responsable. Et donc, il y a et le fait de couper cette alliance, ça donne justement aux protagonistes qui sont là, ça donne une liberté. Il n'y a pas de fusion. Chacun reste avec ses droits et ses devoirs. Donc, c'est ce que André Neher avait mis en valeur et c'est ce que Shmuel Trigano et Raphaël Drey vont développer dans le monde justement de la science politique. Oui, mais la question que j'aurais justement, c'est comment peut-on lier cette notion d'alliance avec la notion de contrat social? Vous l'avez simplement évoqué, c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Oui, alors, j'ai dit tout à l'heure que le contrat social, il se fait lorsque pour échapper à la violence qu'il y a dans l'état de nature, où Hobbes, lorsqu'il a décrit dans son Léviathan, lorsqu'il a décrit l'état de nature, il a décrit la guerre de tous contre tous. D'accord? Que l'homme est un loup pour l'homme. Pour échapper à la mort violente, eh bien, je décide de me défaire de ma liberté et de la confier au souverain. Et le souverain, en revanche, lui doit assurer ma sécurité. Ok? Ça, c'est le contrat social. C'est pourquoi tous les hommes politiques, eh bien, insistent beaucoup sur le fait qu'ils cherchent la sécurité des citoyens. Donc, ça, c'est du point de vue du contrat social. Du point de vue de l'alliance, l'alliance est scellée entre Dieu et le peuple d'Israël. Bien, il y a des alliances individuelles, mais je ne parle pas de ça maintenant, je parle de l'alliance collective, celle qui a eu lieu au Sinaï. D'accord? Celle qui a eu lieu au Sinaï aussi. D'accord? Dieu dit eh bien, qu'il sera et qu'il est le protecteur du peuple d'Israël, etc., etc. Et Israël s'engage à faire les commandements de Dieu. Donc voilà ce qui relie la notion de contrat social à la notion d'alliance. Seulement, la seule chose qui les différencie, c'est que le contrat social est un contrat qui est coercitif, tandis que l'alliance est une alliance qui est librement consentie. Parce que mon collègue, le professeur Rivlin, peut en tout cas confirmer cela, c'est que
bien entendu, au pied du mont Sinaï, Dieu a menacé le peuple juif de renverser la montagne sur eux comme un baquet, et si vous n'acceptez pas, ce sera le lieu de votre tombeau. Mais les rabbins du Talmud vont lier cet événement-là à l'événement de Purim. Et à l'événement de Purim, là, ils ont accepté librement ce qu'ils avaient entendu auparavant au mont Sinaï. Donc, l'alliance est un contrat qui est scellé entre deux parties, mais librement consenti. Et donc, voilà la différence qu'il y a entre l'alliance et le contrat social, entre la tradition juive et la tradition grecque, et ensuite celle de Hobbes et de Rousseau. D'accord. Merci. Merci, professeur Banon. Y a-t-il encore une autre question avant que l'on mette fin à cette présentation? Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour cet exposé encore une fois. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur notre plateforme pour d'autres sujets. J'en ai plein en tête. On en reparlera si vous êtes d'accord. Vous reviendrez dans quelques semaines pour poursuivre cet exposé sur d'autres thèmes, mais que vous avez évoqués. Je pense à Rosenzweig et puis ce fameux thème de Torah der Eretz, qui est un peu un rendez-vous manqué à cause du Covid, mais j'espère que ça sera que partie remise, et j'aimerais également que vous veniez nous en parler, à la fois comme une tradition, parce que c'est la tradition à laquelle notre communauté se rattache, mais aussi quelque chose de vivant aujourd'hui, et peut-être un peu plus compliqué à identifier dans les différents courants du judaïsme. Oui. Merci en tout cas. Merci à vous. Tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Merci David, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous, les trottes. Au revoir et merci.